Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire consacré à France 2030. Quel rôle pour les grandes écoles pour cette initiative lancée par le président de la République, vous savez, pour dynamiser notre économie, notre industrie, notre innovation, notre capacité à réagir aux grands défis qui sont posés sur notre pays. Nous allons en parler toute cette matinée et j'ai le plaisir, la joie, l'immense honneur d'avoir à mes côtés la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédérique Vidal, qui répondra à mes questions tout à l'heure, et Laurent Champanet, président de la Conférence des grandes écoles, qui organise ce webinaire, nous dit un mot d'accueil. Bonjour Laurent. Bonjour Gilbert. Je vous cède la parole, c'est à vous. Merci Gilbert. Donc effectivement, bonjour à tous. On a souhaité faire cette matinée de réflexion sur la place des écoles par rapport au projet France 2030. Je vous rappelle qu'avec mes collègues de la Conférence des grandes écoles, on porte l'idée que les grandes écoles sont l'endroit où on peut inventer les entreprises et les organisations responsables de demain, parce qu'on y forme ceux qui seront des managers, des décideurs pour ces entreprises et ces organisations, et parce qu'on fait de la recherche au service de ces entreprises et de ces organisations. Alors bien évidemment, on se dit que ceux qui seront en capacité de décider et d'inventer la France de 2030 sont dans nos écoles aujourd'hui. Cette France de 2030, ce n'est pas uniquement de l'économie, c'est beaucoup plus que ça. Donc le travail que peuvent faire les grandes écoles est très complémentaire à celui que peuvent faire les universités, en particulier en faveur de la santé, de la justice, de l'éducation. Donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse ensemble. On se dit aussi que ceux qui sont dans nos écoles aujourd'hui ne seront pas sans doute aptes à décider pleinement pour 2030, mais par contre, ils peuvent être des accélérateurs de décision parce qu'on a quand même dans nos écoles une jeunesse très motivée et qui a pleinement pris conscience de l'urgence, en particulier sur les questions climatiques et sur les questions sociales. Mais on a aussi, dans un certain nombre d'entreprises et d'organisations qui essayent d'être responsables aujourd'hui, des alumni de nos grandes écoles qui seront aussi, bien sûr en appui. Et donc cette France de 2030, on y trouve des mots-clés dans le projet du président de la République qui sont importants pour les grandes écoles. Réindustrialisation, transport durable, agriculture durable, nouvelles économies sociales et solidaires. Et puis des questions qui me paraissent fondamentales, les questions de souveraineté, souveraineté industrielle, souveraineté énergétique et souveraineté culturelle. On a aussi à la conférence des grandes écoles, des écoles qui s'occupent de culture. Donc ce sont des choses importantes. Et donc on est là pour réfléchir à quelle est la place des grandes écoles en se disant que cette France de 2030, elle ne peut pas se faire sans nous, elle doit forcément se faire avec les grandes écoles. Et donc on a répondu à la mi-octobre, on a essayé de contribuer à ces questions-là, en particulier à partir de travaux qu'on avait déjà fait avant, qu'on avait appelé Teach in 2030. Qui était une étude CGE d'il y a quelques années, autour de comment intégrer dans nos formations les questions de transition écologique, de numérique, de lutte contre la précarité, et puis aussi de questions de comment interagir avec les territoires, sachant que nos 230 grandes écoles sont partout sur les territoires. Donc on a fait des propositions. Comment accompagner nos étudiants d'aujourd'hui et ceux de demain jusqu'à être des postes de décideurs, donc des questions autour de l'individualisation des parcours, l'usage de l'apprentissage comme accélérateur de prise de responsabilité dans les entreprises, les notions de learning centric, et puis les questions d'apprentissage social des étudiants. C'est-à-dire qu'on aime bien dire que nos écoles ont la taille d'une entreprise et qu'on peut y travailler, sur tout ce qu'on fait dans une grande école, on peut y travailler à comment on va se comporter quand on sera dans l'entreprise. Donc il n'y a pas que la formation, il y a aussi toute la culture sociale. Renforcer le triangle de la connaissance et les synergies formation, recherche, entreprise, en particulier en développant la recherche partenariale pour accélérer le transfert de l'innovation vers les entreprises, vers les plus petites entreprises. On pense que les grandes écoles ont une certaine culture de collaboration avec les entreprises et que dans la chaîne qui va de création de connaissances dans des grands laboratoires académiques des universités jusqu'à des petites entreprises, il faut beaucoup d'acteurs sur le chemin et en particulier les grandes écoles. Sur la question de la recherche, je pense qu'il n'y a pas forcément une très bonne image de la recherche en France, de la part de la société, mais aussi de la part de ces petites entreprises. Donc il y a besoin de développer l'idée d'une recherche créatrice d'avancées en termes de responsabilité sociétale et environnementale. Donc plus travailler la recherche partenariale, soutenir les créations d'entreprises qui sont basées sur des innovations issues des laboratoires, et puis former nos enseignants-chercheurs et nos étudiants à valoriser la création de la connaissance, ce qui n'est pas forcément une chose aujourd'hui. Et puis donc cette idée sur laquelle je reviens d'avoir une vie de campus qui soit préfiguratrice d'une qualité de vie en entreprise en 2030.
Donc, en travaillant l'engagement étudiant, en luttant sur toutes les formes de discrimination, la place des étudiants en situation de handicap, les luttes contre les violences sexuelles et sexistes, et ainsi de suite, pour former des gens qui seront acteurs de ces questions-là dans les entreprises en 2030. Et puis, sans oublier que les grandes écoles sont aussi des entreprises qui doivent devenir durables et socialement responsables, et qu'elles ont la même problématique que les entreprises, avec un corps social de tout âge qu'il faut former et entraîner dans ça. Donc, le besoin de s'inspirer des entreprises sur comment bouger, comment former nos enseignants et nos enseignants-chercheurs, et comment accompagner nos personnels sur cette transition qui est un enjeu important pour nous tous. Donc voilà, beaucoup de sujets à discuter ce matin autour de nos 2 tables rondes. Évidemment, on n'a que 2 heures, 2h30 à passer ensemble, donc ça fait beaucoup. On va essayer de faire en vitesse accélérée, mais pour autant, on va adresser tous ces sujets. Merci beaucoup, Frédéric Vidal, d'être avec nous. Merci beaucoup d'ouvrir cette rencontre avec tous les acteurs et de voir comment les grandes écoles peuvent participer à ce concert d'initiatives pour France 2030. J'ai oublié innovation tout à l'heure quand je vous ai présenté le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, parce qu'elle est au cœur de France 2030. Vous avez accepté de répondre plutôt à mes questions plutôt que de faire un discours, et c'est très aimable de votre part parce qu'on va vous poser des questions précises et vous allez répondre de manière précise. Laurent commentera, d'accord? Le 12 octobre dernier, le président de la République, vous l'avez dit, a annoncé les ambitions pour France 2030. Comment, selon vous, le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation peut s'inscrire dans cet élan? Parce que, alors, j'ai mes notes, hein, j'ai les 10 initiatives, j'ai l'argent qui est dépensé. On parle assez peu des établissements qui s'insèrent précisément. Alors, précisez-nous tout cela. Moi, je crois que le président de la République l'a rappelé tout au long de son discours. En réalité, si on veut être capable de répondre aux grands défis de demain, il faut qu'on s'appuie sur la recherche, sur la connaissance qui est créée. Et puis surtout, il faut qu'on réussisse beaucoup mieux que ce qu'on est capable de faire en France et en Europe, la question du transfert. Il y a énormément de choses qui sont découvertes en Europe ou en France, mais ensuite, on n'est pas capable de les amener jusqu'au marché. Donc il y a la part de la recherche technologique qui est extrêmement importante, qu'il faudra renforcer. Et puis cette question d'innovation, personnellement, je préfère qu'on la voie comme un cercle plutôt que comme quelque chose de linéaire qui irait du plus fondamental jusqu'au marché. Parce qu'en réalité, ce qu'on oublie souvent, c'est que les innovations, elles découlent d'une recherche qui s'est faite il y a 5, 10, 15 ans. Mais lorsque ça arrive sur le marché, ça re-questionne la recherche fondamentale. Et donc, si on le voit comme un cercle vertueux, on voit bien que recherche et innovation ont toute leur place. Et puis, pour avoir cette ambition, il faut aussi former les talents, ceux qui vont nous permettre de porter ces ambitions. Et on le sait, on le dit, on le répète, les métiers vont changer. Il va y avoir une place très importante, par exemple, du numérique ou de l'intelligence artificielle, mais aussi une place très importante des sciences humaines et sociales, la capacité à manager différemment, la capacité à travailler sur la question de l'impact. Les jeunes sont très attachés à ça. J'ai envie de dire... Absolument, mais absolument essentiel. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, ce sont les outils qui sont mis sur la table pour qu'on puisse vraiment répondre à cette question. Quels sont les métiers de demain? Comment on y forme? Et comment finalement on passe d'une transmission un peu verticale de connaissances à une approche par compétences, où chaque jeune aussi, en fonction de ses engagements, de ses envies, va être capable de construire un parcours, bien sûr accompagné, hein, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, mais en tout cas quelque chose qui lui donnera une singularité, une place particulière et donc un impact particulier. Laurent, vous êtes raccord avec cette vision, hein, c'est ce que vous dites. Alors, dans ce contexte évidemment de dynamique que le président de la République a impulsé avec ce plan, évidemment, le thème ce matin, ce sont les grandes écoles. Quelle serait la place, selon vous, des grandes écoles dans ce... Alors, Laurent l'a précisé, hein, à travers diverses initiatives territoriales ou nationales, voire internationales, quand on parle recherche et partenariat. Quelle serait la place des grandes écoles, selon vous? C'est une place qui est tout à fait essentielle et qui est au cœur de France 2030. D'ailleurs, vous aurez remarqué que l'étudiante qui a pris la parole, c'est une étudiante d'Agrocampus Ouest. Exactement. Donc, celle qui ouvre le bal, si absolument. Et donc, tous les sujets qui sont justement essentiels pour cette réindustrialisation, pour cette capacité à nous projeter et à nous permettre de répondre aux grands défis,
les grandes écoles y ont toute leur place, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que Laurent l'a rappelé, ce sont des écoles qui traditionnellement sont très proches du monde de l'entreprise, très proches des employeurs, et que, évidemment, on ne peut pas inventer dans un bureau les compétences nécessaires pour les métiers de demain. Et il faut qu'on ait cet échange. Il faut qu'on se garde de faire de l'adéquationnisme parfait, c'est-à-dire il faut non seulement regarder de quoi les entreprises ont besoin aujourd'hui, mais vraiment de quoi elles auront aussi besoin dans 5 ans, dans 10 ans. Et ça se travaille, et c'est le rôle des conseils de perfectionnement qui sont dans toutes les écoles, qui font participer les entreprises. France 2030, c'est aussi évidemment du développement économique. Et le développement économique, il se construit dans les territoires, en fonction de la signature de ces territoires. On ne fait pas la même chose dans chaque région française. On va avoir besoin de compétences particulières. Et puis, c'est aussi, on n'en parle pas suffisamment, mais évidemment, c'est au cœur des choses aussi, la question de reformer, de recertifier ces métiers qui vont être transformés. Il y a aujourd'hui des femmes et des hommes qui les occupent. Comment est-ce qu'on leur donne les outils pour pouvoir continuer à occuper ces emplois avec plus d'intelligence artificielle, avec plus d'usage des datas, avec une meilleure conscience de la durabilité, de la frugalité. Et donc tout ça, toute cette construction de programme, bien évidemment, les grandes écoles y ont toute leur place. Le management de demain, j'ai parlé beaucoup de technologie, mais évidemment essentiel aussi pour le management. Le management de demain devra se faire avec une responsabilité sociale et environnementale accrue. C'est non seulement le souhait des étudiants, mais c'est une nécessité. On a parlé de création, et là aussi, je crois que se projeter dans le monde de 2030, c'est aussi être capable de l'imaginer. Et ça, c'est essentiel. C'est vrai que les jeunes attendent beaucoup, hein. Ils exigent beaucoup. On le verra dans notre débat tout à l'heure. Ils sont là. Hein. Il y a des manifestes qui sont publiés par les jeunes eux-mêmes et qui attendent de leur direction. On vous challenge beaucoup au niveau des écoles. Oui. Je pense que la prise de conscience, elle est là. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeunes, eux, il y a l'urgence. C'est-à-dire qu'on ne peut plus attendre. Et ce qu'on attend d'eux, c'est que on voit bien dans nos organisations, quand on commence à dire alors qu'est-ce qu'on va faire, ça commence tout de suite, ça ne marchera pas. On attend que les jeunes disent on n'a pas le temps. Là, maintenant, on passe à l'action. Eh oui, on n'a plus le temps d'attendre, si je puis dire. Dernière question pour vous, Madame la Ministre. Notre webinaire est organisé autour de 2 thématiques. Vous le savez très bien. La question du contenu des formations, elle doit évoluer, comme le font d'ailleurs les universités, qui elles-mêmes se réforment régulièrement. La question des synergies à créer pour en faire des acteurs des territoires. Quel regard portez-vous sur ces 2 sujets ? Alors, sur le contenu des formations, d'abord, il faut être clair, hein, le contenu, évidemment, est de la responsabilité des enseignants et des équipes pédagogiques. Mais là où c'est très important de travailler avec les étudiants, c'est la façon dont on transmet les connaissances, qui a évidemment beaucoup changé et qui a été aussi profondément transformée par le numérique. Moi, j'ai connu dans les derniers cours que j'ai fait avant de prendre ces fonctions, des étudiants qui, en direct, sur leurs ordinateurs, contrôlaient ce que je leur disais. Ça arrivait, je pense. Et donc, on voit bien que la façon d'enseigner a profondément changé. Alors, évidemment, il faut s'emparer de ça. Le professeur reste irremplaçable parce qu'il y a une part d'affect dans l'idée d'apprendre. Et il y a la transmission, c'est aussi apprendre à apprendre. Mais il faut transformer cela. Il faut écouter aussi les demandes. Moi, j'ai été vraiment impressionnée par le souhait de tous les étudiants, quelle que soit leur formation, d'avoir de vraies bases solides sur la question du changement climatique, sur la question du développement durable. Et donc, j'ai demandé à Jean Jouzel de piloter un groupe de travail. Évidemment, la conférence des grandes écoles y participe, les conférences des universités aussi, des écoles d'ingénieurs, les associations étudiantes, pour essayer de définir quel serait le corpus minimum de connaissances à donner à tous les étudiants. Une mode, bien entendu, absolument, pour avoir une vraie densité. Parce qu'il faut être capable de savoir de quoi on parle. Et ça aussi, évidemment, c'est important de leur donner ces outils, parce que c'est eux qui, ensuite, lorsqu'ils auront à prendre des décisions, parce qu'ils auront ces outils, eh bien, sauront faire rentrer en ligne de compte cette exigence d'économie d'énergie, cette exigence de préservation de la biodiversité, du climat, etc. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et puis les territoires, je le disais tout à l'heure, c'est aussi essentiel parce que
comme Laurent le disait, les grandes écoles, elles sont réparties partout, les universités sont réparties partout. Et là, pour moi, il faut toujours se rappeler la structure économique de la France. C'est beaucoup de PME, PMI, beaucoup de TPE, TPI. L'innovation, il faut qu'elle aille jusque dans les toutes petites entreprises. Et donc, moi, je milite pour qu'il y ait, et on va lancer cette expérimentation, des pôles universitaires d'innovation, c'est-à-dire des lieux où les écoles, les universités, les laboratoires inventent, travaillent ensemble la question de l'innovation et la question de ce transfert de l'innovation. Comment est-ce qu'on met en place des plateformes technologiques partagées? Comment est-ce qu'on offre aux PME, PMI, au travers de stages d'étudiants, la capacité à résoudre une question, un problème clé, un problème de management, un verrou technologique. Donc ça se traduit vraiment par de la coopération. Et s'il y avait 2 mots à retenir, je dirais que l'objectif, c'est vraiment innover, parce que ces défis, parce que ce sont des défis, ils sont aussi à comprendre. Et le deuxième mot, c'est coopérer. Et ça, je crois que ça va bien à la CGE. Innover et coopérer. Ah bah non, mais ça, ils savent faire. Souvent, laisser aussi la place à l'initiative, l'autonomie. C'est vrai que ça revient souvent parmi les échanges que j'ai avec les professionnels de l'enseignement supérieur. C'est un peu d'air parfois pour ne pas rester en silo, pour pouvoir mixer les compétences et les talents. Absolument essentiel. Et d'ailleurs, ça, la CGE le sait. Moi, je milite depuis très longtemps, et en tout cas, en tant que membre du gouvernement depuis 2017, pour qu'il y ait des passerelles. Aujourd'hui, si l'on veut manager une grande entreprise technologique, on ne peut pas ne pas comprendre ce qui s'y passe. Et de la même façon, si l'on veut être capable d'avancer pour résoudre un verrou technologique, il faut qu'on comprenne l'organisation de l'entreprise. Et donc cette idée d'avoir des 6e années ou des cursus croisés entre école d'ingénieurs et école de management, entre école d'ingénieurs et école d'art, parce qu'on y pense, on pense pas souvent au design, mais c'est essentiel aussi pour l'industrie. Là, je crois que c'est comme ça qu'on peut avancer. Et d'ailleurs, ça s'est fait, ça se crée. On a aujourd'hui des jeunes qui sont capables d'avoir un cœur de métier, mais à ce cœur de métier, on a ajouté la capacité à parler aux autres métiers. Parce que tous ces grands défis, ils ne pourront se résoudre qu'en équipe. Et ça aussi, c'est essentiel. Vraiment casser les cloisons et être capable de faire des formations qui servent le développement du jeune, de l'étudiant, mais aussi de la société. À tous les niveaux, hein, parce qu'il ne s'agit pas que de former des docteurs, mais parfois à Bac+1, Bac+2, à tous les niveaux, parce qu'il faut beaucoup d'agilité. On le verra sur les territoires. Olivier Faron, le patron du CNAM, nous racontait comment il a développé des Bac+1, par exemple, sur des territoires pour répondre à des demandes très précises. Une question, vous savez, vous avez peut-être regardé Twitter, les diplômés français, les diplômes français font partie des plus prisés dans le monde. Ça a dû vous faire plaisir quand vous avez lu ça? Ça m'a fait plaisir, mais ça m'a pas surprise, parce que quand je vois effectivement à quel point le système de formation d'enseignement supérieur français est reconnu dans le monde entier, à quel point nos étudiants sont vraiment reconnus partout où ils souhaitent aller, et ça date pas d'aujourd'hui, ça c'est vraiment la tradition française de formation est excellente. Et ça, évidemment, il faut qu'on en soit très fiers. On a plein de raisons d'être fiers de notre pays. Je crois qu'il faut s'en rappeler. Pas trop la France. Hein. Quand on se balade dans le monde, hein, Laurent, c'est vrai que les diplômés... Alors, ça ne vous étonnera pas, Madame la Ministre, on a quelques questions pour vous qu'on reçoit. Alors, vous me voyez pianoter sur mon téléphone. C'est pas parce que j'échange avec mes enfants, c'est simplement parce que je reçois les questions en live sur mon téléphone. Et donc, je peux... Alors, une question toute simple. Que prévoit le gouvernement pour assurer aux grandes écoles un financement durable? Parce que là, on parlait de durabilité, sustainability, comme on est en anglais. C'est vrai que c'est un sujet aussi qui revient récurrent. Et il y a des grands enjeux électoraux qui vont se profiler. Ça sera donc probablement pour les après. Mais comment assurer une pérennité, parfois de la stabilité? On en a souvent parlé avec Laurent Champanet. C'est vrai que le modèle économique des grandes écoles, il peut être variable. Hein. Il peut y avoir des grandes écoles qui relèvent du domaine public. La majorité d'entre elles sont sous forme association à but non lucratif. C'est très important d'abord que l'on puisse les soutenir et leur donner ce label qualité d'école d'intérêt général. Hein. Je crois que c'est vraiment, ça fait partie de leur attractivité. C'est important aussi qu'on soutienne le développement de l'apprentissage, qui est une forme de ressource aussi pour ces écoles. Et puis, dans France 2030, c'est 2,5 milliards d'euros consacrés à la façon dont on forme au métier de demain. Et donc là, évidemment,
c'est très important que sur ces grandes stratégies qui ont été définies dans France 2030, on puisse décliner un volet offre de formation qui est absolument essentiel. Et puis, tout un tas d'outils qui ont été aussi mis à disposition dans la loi pour la recherche, tout ce qui favorise les partenariats publics-privés, la capacité d'avoir plus de doctorants en lien avec l'entreprise. Donc voilà, c'est tout cet écosystème. Mais je crois que la liberté des grandes écoles, elle l'apprécie aussi. Et ça leur permet parfois d'être à la pointe de l'innovation, y compris en pédagogie. Parce que... Mon petit doigt me dit que Laurent Champagnet aimerait plus de liberté parfois aux arts et métiers. Je dis ça, je ne dis rien. On parle d'apprentissage essentiellement parce que l'apprentissage, évidemment, ça a toutes les vertus, toutes les qualités. Et je crois que personne ne s'en plaint. Et par chance, alors le gouvernement a été extrêmement proactif, puisqu'il a incentivé, comment dirais-je, l'apprentissage et l'a développé pour dépasser ce seuil des 500 000 apprentis. Et c'est vraiment une performance, puisque ça c'était plutôt stable. C'est là-dessus aussi qu'il y a un enjeu pour les grandes écoles. Pour compléter ce que dit Madame la Ministre, moi ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les grandes écoles essayent de multiplier les ressources de financement, ne pas se considérer qu'il faut attendre que de l'État, mais équilibrer entre l'État, les familles, en veillant à pouvoir inclure le plus grand nombre, la plus grande diversité, mais aussi les entreprises par certains moyens, la recherche partenariale, la formation continue, le mécénat. Donc on essaye de faire tout ça et de faire que ça soit durable. C'est pas forcément évident. Et bien évidemment, l'apprentissage, on a compris, on travaille avec les services de la ministre sur cette question-là et on apprécie les efforts qui sont faits du côté du MESRI pour nous accompagner sur cette partie-là. Voilà, on a compris que on ne peut pas tout attendre des entreprises et qu'on ne peut pas augmenter les taux de financement de l'apprentissage, mais qu'il faut les maintenir et que l'apprentissage dans les grandes écoles, c'est aussi un moyen de tirer tout le système et de montrer que l'apprentissage, c'est un modèle pédagogique intéressant, c'est un moyen d'assurer la diversité. Oui, tout le monde y trouve son compte et puis c'est aussi un formidable moteur en tant qu'ascenseur social. Moi, je sais que, là encore, si je reprends mon ancienne casquette de professeur, combien de jeunes j'ai vus qui disaient je fais un bac+2, c'est déjà énorme, je suis pas sûr de pouvoir financer au-delà. Et aujourd'hui, l'idée que par exemple dans les campus des métiers et des qualifications, on peut faire du bac-3, bac+5, voire bac+8 sur des modèles en apprentissage ou en chiffres pour le doctorat, ça permet aux jeunes de ne plus se demander quelles sont leurs limites financières pour leurs études, mais plutôt de se demander jusqu'où ils ont envie d'aller, évidemment avec le travail qui va avec, mais ils sont prêts à le faire. C'est un formidable moteur d'ascenseur social et ça bénéficie. Je crois que c'est le message. Absolument, absolument. Il ne faut pas lâcher. Dernière question, évidemment, on va finir là-dessus. On a encore quelques minutes. Alors, je lis mon téléphone, je dis que je suis confus, ça ne se fait pas, je sais. Mais une question sur la souveraineté numérique. Vous savez qu'on est pris pour caricaturer, entre les Chinois d'un côté et les Américains de l'autre. Il nous faut un système souverain. Et ça, alors ça sera probablement au niveau européen. Et c'est central pour notre capacité à réagir, notre capacité à préserver. En plus, ce que vous disiez, on trouve souvent des choses et puis elles partent. Là, il faudra bien avoir une vraie capacité digitale européenne. Absolument. Donc ça, il faut qu'on travaille à avoir un cloud souverain au niveau européen. Et il faut aussi qu'on arrive, et c'est d'ailleurs inscrit dès les annonces du plan intelligence artificielle, il faut qu'on arrive à mettre nos valeurs, les valeurs européennes, au cœur des standards. Parce qu'à partir du moment où on a défini les standards, qu'on soit sur des questions de grosses sociétés américaines ou qu'on soit sur des problèmes étatiques comme on peut les voir en Chine, eh bien, c'est les standards qui ensuite font que les consommateurs choisissent les solutions. Et donc, c'est ça qu'il ne faut pas qu'on rate. Et c'est absolument essentiel pour avoir cette souveraineté et pour éviter que ce soit les autres qui décident pour nous. On rappelle que le Cloud Out, le Patriot Act, permet aux États-Unis de rapatrier toutes les datas si c'est sur des serveurs américains. Donc, il faudra évidemment rejoindre cette position d'un cloud souverain. On a dit beaucoup de choses. On va passer à la... Merci beaucoup, Madame la Ministre. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir. Laurent, un petit mot. Pour remercier Madame la Ministre de sa présence, parce qu'elle traduit aussi le fait que
Et ça, je leur remercie beaucoup. Les grandes écoles, via la CGE, est inclus dans toutes les réflexions du ministère qu'elle dirige. Et c'est extrêmement important pour nous. Merci beaucoup. Je peux témoigner, j'animais le colloque de la CEFDG pour les écoles de commerce et vous étiez déjà présente. Donc vous êtes toujours aux côtés des grandes écoles, enfin, me semble-t-il en tout cas. Je suis aux côtés de tout l'enseignement supérieur. Voilà, on parle des grandes écoles aujourd'hui, hein, bien sûr. On vous a vu nettement aux côtés des universités, bien entendu. Merci beaucoup. Merci. On va passer tout de suite à notre première table ronde consacrée au contenu, hein, comment faire évoluer ces contenus vers les enjeux de la transition écologique. Un petit jingle et on se retrouve avec nos invités.